Salut tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle émission, ce tout nouveau talk show. On est très heureux d'être avec vous pour cette grande première émission d'exception, invité exceptionnel avec un public en folie. Et dites-le autour de vous, c'est ici que ça se passe. Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau talk show de divertissement. On est très heureux de vous accompagner. Le public est là, le public est chaud. Avec évidemment les meilleurs chroniqueurs du monde. Je le dis, j'en suis fier. Elle est à ma gauche, elle s'appelle Olia, mesdames, messieurs. Sébastien Marc. Christophe. Et Lilian Mendez. Et comme je le disais en introduction, une émission d'exception, un invité exceptionnel. C'est un kiff de l'avoir. On va se régaler les amis, c'est un truc de dingue de l'avoir avec nous pour cette première émission. D'ici, c'est ici que ça se passe. Faf, la rage est avec nous. Salut. Comment tu vas? Ça va, Jerry? Ben, très content de te recevoir. Bah écoute, content d'être avec vous. Je sais que quand j'avais eu l'idée de ce projet, l'idée de cette émission, on s'était appelé et puis je t'avais sollicité, je t'avais demandé, proposé d'être l'invité de cette émission et au quart de seconde qui a suivi ma question, tu as dit oui tout de suite. C'est vrai. Tu as dit si je peux te filer un coup de pouce, si je peux valider cette émission, le concept, la bienveillance de cette émission, tu peux compter sur moi et tu as tenu parole. Merci beaucoup. Merci. Tu connais le concept de l'émission, il est sous forme de menu restaurant, entrée, plat, dessert. Dans quelques minutes, on va te proposer 2 entrées. Ensuite, il y aura 2 plats. Ok. Selon ce que tu choisiras, une série de questions te sera posée pour qu'on puisse découvrir ta personnalité. Puis il y aura aussi le dessert. Le dessert, c'est toi qui, normalement, si tu es bon cuistot, c'est toi qui ramène le dessert, c'est toi qui paie le dessert et qui nous le fait partager, déguster, d'accord? D'accord. Et puis à la fin du menu, il y aura l'addition. L'addition, c'est une note sur 20 que tu donneras à l'équipe et à l'émission. Et en parallèle, on va parcourir ta carrière de dingue, ton actualité, tes projets. Quand je vois toute ta bio, tout ton parcours, j'ai l'impression que tu es plus près de l'âge du père Fouras que d'Akhenaton. Est-ce que déjà, la première question que j'aimerais te poser, est-ce que déjà quand tu fais un bilan, quand tu regardes un petit peu en arrière, tu vois déjà tout ce que tu as fait, tu es satisfait, tu es fier déjà de ce parcours? Ouais, je suis fier parce qu'en fait, je redécouvre toujours. Il y a des choses que j'oublie. J'ai tendance à oublier plein de trucs que j'ai fait. Et du coup, si j'ai l'occasion de le lire, d'un coup, ça me revient. Je dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah, quand même. Et puis, je regarde les lignes, je dis, ouais, quand même, ça, c'est bien rempli. Donc oui, fier parce que tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Donc forcément, je renie rien. Donc tout va bien. Est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que le menu te plaît? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu es bien avec nous? Tu es bien installé? Alors je suis très bien avec vous, voilà, super, j'ai la dalle, allons-y quoi. Ah bah l'équipe de chroniqueurs, ils sont pas beaux? Si. Les chroniqueurs. Super. Et puis le public de fou quand même. Et le public, bien sûr. Évidemment. Exactement. Alors on va passer tout de suite, si tu veux bien, à l'entrée de ce menu. On va commencer comme ça, par manger tranquillement, et puis on rentrera dans le vif du sujet. Concernant ton parcours. On a plein de choses à partager, c'est un truc de ouf de l'avoir quand même. Hein. C'est vraiment lui en plus. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je me méfie des sosies. Il y a de plus en plus de sosies. Tu sais, il y a le sosie de Maître Gims, il y a le sosie de. Bon, je fais attention, mais là, c'est le vrai. Alors l'entrée, bon, on est d'accord. L'entrée, c'est Christophe qui va te le proposer. Ouais, salut Christophe. Bonjour Monsieur Larage. Je suis ravi et enchanté de vous accueillir parmi nous dans ce modeste restaurant. De quartier. Ouais. J'espère que l'entrée que vous a préparée notre merveilleux et professionnel chef étoilé sera à la hauteur de vos goûts. Vous avez le choix aujourd'hui entre 2 entrées. La salade découverte, sauce curiosité, ou la soupe chinoise, sauce portrait chinois. La salade découverte, curiosité. Ok, parfait.
Alors, dis-moi. Enfin, je peux faire l'autre si tu veux. Hein, si t'avais l'air. Non, pas du tout. C'est vous qui choisissez. Non, on peut arranger la cuisine. Si tu veux un mixte, on peut te faire un mélange. Si tu veux faire. Si vous Non, voulez la faire salade, un la salade. Ok, la salade alors. Alors, Faf, si le rap, c'était mieux avant ou faut savoir vivre avec son temps? Ah, je dis, faut savoir vivre avec son temps. Voilà. C'était bien avant aussi. Mais non, il faut savoir vivre avec son temps. Je veux dire, après, la vie, elle bouge, la musique évolue. Et il ne faut pas rester en arrière. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Et le rap, moi, que j'ai connu, on va dire musicalement, on peut en faire encore aujourd'hui. Je veux dire, donc il n'y a pas de souci. Pour toi, le rap old school peut être encore d'actualité? Ah oui, c'est pas parce qu'il est beaucoup moins répandu sur les médias qu'il n'existe pas. Je veux dire, le rap old school, comme on dit, il y a beaucoup de jeunes qui en font. Après, ils sont moins médiatisés peut-être, tout ça. Et il y a des anciens qui en font. Donc non, c'est toujours là, quoi. Si un film était tiré de votre vie, quel en serait le titre? Oh, un film tiré de moi. Allez, je vais me la péter un peu. The Avengers. Pourquoi? Parce que J'aurais en pas fait, osé, moi, j'aurais pas osé. ouais, mais j'y vais. Moi, je suis comme ça. T'as raison. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, tout simplement, ma carrière, elle est et dans ma vie, j'ai fait tellement de choses musicalement. Je suis parti dans tellement de directions, donc je pourrais être à un moment donné un Spider-Man, un Hulk, tout ça. Et voilà. Donc du coup, vu les tas de directions que j'ai pris, les tas de projets différents, ça va plutôt bien parce qu'au moins il y en a pour tout le monde. Quel est pour vous le meilleur film de tous les temps? Waouh, c'est super compliqué. Tu sais quoi, je ne saurais pas te répondre. Ça fait vraiment l'invité pourri, mais là, je ne saurais pas quoi te répondre parce qu'il y en a tellement. Ok. Il y en a tellement. Tu as le droit. Écoute, il me vient là comme ça. Hein, il me vient la trilogie du parrain. Allez. Ok. Tu vois, voilà, Coppola. Super. Parfait. Standard, basique. Oui, pas de risque, tu C'est vois. ça. Voilà. Ok. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Tu vas fâcher personne. Le public, ça rappelle pas. C'est ça. Tout va bien. Alors, plutôt le bon, la brute ou le truand? Ah, je vais pas faire mon rappeur, je vais dire le bon. Moi, je suis c'est quelque chose dans ce métier, je l'ai souvent payé. Parce que quand je dis le bon, c'est surtout essayer d'être honnête, essayer d'être juste, essayer de faire les choses bien. Voilà. Donc. En même temps, t'es pas loin du rappeur, parce que quand c'est bon, duel. Elle était bonne, Je prends. Quelle est votre arme préférée? Mon arme préférée? Une vraie, hein. On parle pas de second degré ou quoi que ce soit. Ça peut être du second degré. Alors, en second degré, je dirais l'humour. Premier degré, une bonne. Ah non, quelque chose. Les mots? Une bonne. Ouais, allez, on va rester second degré. Sinon, j'aurais dit une bonne grenade, un truc. Je suis pas du genre, tu vois, à taper d'un coup. Ça peut être bien. Faut régler le truc en une fois. Tu veux dire. Ouais, ça va être bien. C'est Ça va plus. Je suis à distance. Voilà, m'emmerdez pas. Votre dessin animé préféré? Mon dessin animé préféré. Dis pas Tom et Jerry, s'il te plaît. Là, non, il faut que un truc que je peux. Alors, je vais pas dire mon truc préféré de tous les temps parce que sinon, je vais perdre du monde. Donc, c'est l'ancien, c'est le parrain, le truc, les Stan Smith. Ça y est, on a perdu l'audience. C'est ça. Faut parler de trucs vivants un peu quand même. Ouais. Donc, je veux dire, en ce moment, là, je suis très Castlevania. Voilà, en ce moment. Quelle est la rime la plus belle du rap français pour vous? J'en sais rien. Je te dis franchement, je sais pas, parce qu'il y en a eu tellement, il y a tellement de punchlines, Est-ce qu'il y a une rime de où trucs. tu t'es dit, j'aurais aimé l'écrire celle-là? Ouais, sûrement, mais je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Il y en a. Pour moi, c'est plus, tu vois, on va dire des textes et tout ça, des punchlines.
c'est compliqué. Et puis en littérature, il y a tellement eu plus évolué et plus mieux que c'est compliqué. Non, là, franchement, je suis désolé. Et il n'a pas le temps, là. On prend le... On continue. La rage ou l'envie est-elle toujours la même? Ouais. Alors elle est différente, c'est moins brutal, c'est moins... mais oui, parce que c'est toujours la rage cette fois-ci de créer, de faire des nouvelles choses, d'avancer, de défendre des nouveaux projets qui ne sont pas forcément faciles à découvrir. Donc oui, la rage avec l'envie. Avec l'envie à côté, tu vois. Donc de faire, d'y aller, toujours partant pour des projets, quoi. C'est plus difficile de travailler aujourd'hui qu'à l'époque? C'est pas la même chose. À l'époque, j'étais dans une config où on se laissait un petit peu driver parce qu'on était à l'époque, c'était les maisons de disques. Donc quand tu étais un artiste, tu étais plutôt en mode on te signe, la maison de disques gère tout derrière. Et donc toi, tu te laisses driver. Non, tu fais ta partie, quoi. Tu crées et tu vas au bout de ta musique. Et après, derrière, tu as du monde autour de toi qui gère plus ou moins le truc. Aujourd'hui, on se retrouve un peu au four et au moulin, parce que c'est le business qui veut ça. Donc aujourd'hui, on devient producteur, on devient artiste, on est sur les clips, on est limite réalisateur, on décide de tout. Enfin, en tout cas, moi aujourd'hui, donc. C'est plus difficile aujourd'hui parce qu'il faut faire, tu as toutes les casquettes, quoi. Quand tu vas sur un projet, tu te retrouves à avoir toutes les casquettes. Donc c'est plus compliqué pour moi aujourd'hui. Ouais. Avec le même temps. Avec le même temps, parce que tu fais tout, quoi. C'est-à-dire que là, on est au resto, ben, tu sers les plats, tu es en cuisine, tu es à l'addition, et en même temps, tu vas avoir le compta, tu fais la plonge et tout ça. Comment définiriez-vous le rap actuel? Le rap actuel, je le définirais comme, on va dire, beaucoup plus mainstream, c'est-à-dire qu'avant, beaucoup plus ouvert, parce que moi j'essaie d'écouter beaucoup de choses, et donc en fait quand je fais la différence entre ce qu'on peut entendre tout le temps et ce qui existe. Et en fait, quand je regarde vraiment et que j'écoute ce qui existe, je me rends compte que le rap actuel, il est très 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 vaste en fait. C'est-à-dire qu'il a tout englobé en fait. Le rap aujourd'hui, il est vraiment partout. Et donc on le trouve, voilà, ça peut être du latino d'un côté, ça peut être du hardcore de l'autre. Donc je dirais très très large. Très large et surtout c'est un espèce de rouleau compresseur, quoi, parce que ça, enfin il y a rien qui passe au travers, quoi. C'est partout. Nous à l'époque on a connu le rap où il fallait le défendre, il fallait l'imposer, c'était compliqué. Aujourd'hui c'est juste là, ça fait partie des mœurs. Donc voilà, après il est très business. Il est très business, il est très... voilà, les codes ont un peu changé. Est-ce que vous ne le trouvez pas plus violent qu'à l'époque? Plus violent qu'à l'époque. Je pense que c'est l'époque qui est plus violente, peut-être. Enfin, quand je dis l'époque est plus violente, c'est-à-dire qu'avant, on ne montrait pas. La violence, elle y était. On était dans quelque chose où on l'a dénoncé. On disait, regardez, c'est violent, il faut faire quelque chose, faut que ça bouge et tout ça, machin. On n'a pas été écouté, et puis aujourd'hui, on y est. Donc, mais on parlait de la société, on ne parlait pas du rap. Aujourd'hui, le rap, c'est juste le reflet de ce qui se passe dans la vie. Et comme tout est médiatisé et que le moindre mec qui a envie de dire des conneries, il peut se filmer et mettre ça sur YouTube, forcément, il n'y a plus de filtre. Donc, comme la société, elle est violente, le rap, il va être violent aussi. Donc, oui, plus violent, mais à l'image de la société. En même temps, tu écoutes beaucoup de rap aussi, où les mecs, tu les écoutes, un coup, ils sont au quartier, ils trafiquent, mais le lendemain, ils sont en jet ski, en mode on est entre nous, on est entre potes, on fait des merguez.
Voilà, et c'est les mêmes gars qui vont te faire les trucs. Nous, à l'époque, si tu commençais à dire ouais, on fait des barbecues entre potes et tout, et que tu clippais ça, c'était fini quoi. Ta carrière, elle s'arrêtait là. C'était mais mec, tu as craqué ou quoi. Faut avoir un standing, faut avoir tout ça. C'était pas un truc de bonhomme, c'était que il fallait tellement le défendre le rap. On était tellement critiqué que quelque part on se pas s'auto-censurer, mais il fallait pas montrer certains côtés parce que sinon on se servait de ça pour dire regardez, ils font de la merde. Donc du coup, il fallait pas montrer ça, il fallait montrer des choses plutôt sérieuses. Aujourd'hui, ils s'en foutent. Donc voilà. On va tous arrêter les barbecues. Sinon, on va tuer. Fini les merguez. Arrêtez de clipper les barbecues. C'est tombé. Non, mais c'est très bien. Mais en même temps, c'est très bien. En même temps, c'est très bien. Non, mais à l'époque, nous, c'était interdit de faire le morceau de l'été. Ouais, si tu faisais du rap, avec le morceau de l'été, c'était fini. Dans le rap, on disait, bon, mais ça y est, allez hop, terminé. Commercial, machin, tout ça, des étiquettes et tout, c'était terminé. Aujourd'hui, les mecs, ils disent, putain, bravo, quoi, tu as fait le morceau de l'été, frère, putain, comment tu as fait? Moi aussi, j'en fais un. On n'est plus dans la même logique. Et à la limite, pourquoi pas hein. Tu as quand même un œil averti. Aujourd'hui, tu es quand même ancienne, tu arrives à juger d'une manière un peu plus objective. Ouais. J'ai l'impression quand même que la qualité, elle est vraiment plus au rendez-vous. Comme je te dis, c'est-à-dire que la vitrine, la qualité de la vitrine, c'est pas la même. Voilà. Et si tu rentres pas dans le magasin et que tu vas pas fouiller dans les rayons, eh ben, tu vas te retrouver avec le truc le plus facile à revendre, c'est le truc qui passe mieux. Et même les mecs, aujourd'hui, quand ils sortent des albums, ils réfléchissent aussi comme ça. Ils se disent, bon, là, on va pas faire un morceau où on se prend la tête et tout, on va faire un morceau facile, digeste, le refrain, tac, tac, ça. Voilà, c'est comme ça qu'ils résonnent. Et forcément, c'est ça qui est mis en avant. Donc après, évidemment, si tu cherches du texte, quelque chose de profond et tout, ben aujourd'hui, dans le rap qu'on entend partout, c'est pas ce qui est mis en avant. Mais ces mêmes mecs-là, certains, j'en connais, sont capables d'écrire de super textes derrière. Mais sauf que ils se disent, mais ça sert à rien, les gens ils s'en foutent. Donc je vais pas, c'est pas ce que je vais vendre. Eh bien, Faf, je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à merci, c'est bon. à mon menu et je vous souhaite un bon appétit. Merci. Est-ce que l'entrée était bonne? Ouais, l'entrée était bonne. Ça va? Parfait. Elle était bien garnie. Ah bah moi, si tu me lances sur la musique, le rap et tout, ça y est. Hein. Je sais. Alors, Faf, c'est quoi? C'est 25 ans de carrière? Ouais, un peu plus même, je crois. Hors taxe? Hors taxe, ouais. Voilà. Hors taxe, c'est Sans quoi? les charges. Sans les charges. C'est quoi? C'est plus de 16 albums déjà? Si tu comptes tous les albums duo en groupe, parce que j'ai une carrière un peu atypique, ouais, ça doit faire peut-être, je sais pas loin. J'ai pas compté en fait. À peu près, c'est ce que j'ai compté. Ouais, d'accord, bon. Et alors, ça a commencé comment pour toi de rentrer dans l'univers du rap en tant qu'artiste? L'opportunité, la chose qui a fait que tu as commencé? Alors, quand j'ai commencé par passion au début, hein, au début j'ai commencé avec l'écriture. C'est-à-dire qu'au départ, ce qui me séduisait, déjà c'est d'en écouter, c'était d'écouter surtout du rap US. Et puis ensuite, de commencer à me dire, est-ce que c'est possible? Et puis là, j'entends au début ceux qui sont devenus IAM plus tard, et j'entends des mecs rapper en français. Donc là, je me dis, tiens, ça tient la route quand même et tout, donc on peut essayer. Et je me mets moi-même dans mon coin, tout ça, jusqu'à ce qu'un jour, mon frère, donc Shuriken d'IAM, me dise, ouais, là, je suis rentré dans un groupe là avec des gars, avec des potos, on va faire des trucs et tout, machin. Et en fait, il se connecte avec les mecs que moi j'écoutais à la radio, qui rappaient en français. Et là, je dis non, il connaît les gars et tout. Et donc, il me présente. Du coup, voilà, la connexion, elle se fait. Et puis, à force d'écrire, un jour, ils me disent, mais tu devrais... Il y avait des petites scènes micro ouverts et tout ça à l'époque. Et ils me disent, au lieu de les écrire dans ton coin, viens rapper avec nous. La prochaine fois qu'il y a un micro ouvert, tu te jettes et tout. J'ai dit OK. Et je me suis jeté. Et puis après, je me suis dit, ouais, c'est bien la sensation et tout ça. Et à partir de là, j'ai pu lâcher. Après, c'est devenu professionnel beaucoup plus tard. Quand, à un moment donné, avec une équipe de potes, on avait un groupe qui s'appelait le Soul Swing et qu'on s'est dit, vas-y, on va faire ça à fond. Ça, c'était ta première formation? Ça, c'est la première formation. Ouais. 96? Ouais. Et là, on a commencé à vouloir sortir des choses et aller en studio et tout ça. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, même là, à cette époque-là, tu te dis, je le fais parce que j'aime ça. Tu sais pas ce que ça va donner. Tu sais pas...
contente de sortir quelque chose, quoi, juste, tu vois. Après, on te dit que tu peux gagner de l'argent avec. Là, tu dis, ah bon putain, bon, après, tu comprends que tu t'es bien fait enfler dans tes contrats et tout ça. Quand tu relis les trucs, tu dis, ah putain, ils nous ont vu venir. Mais voilà, et puis après, ça part de là, en fait. C'est un enchaînement de choses qui font que d'un coup, tu te dis, allez, j'en fais un autre. Et ça s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Ouais. L'année d'après, 97, Chronique de Mars. Ouais. Ça a cartonné. Oui, Chronique de Mars. Surtout qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non. On est sur du vinyle, sur du CD. Chronique de Mars, c'est une compilation en fait marseillaise d'artistes marseillais qui sont devenus après, on va dire, toute la grosse scène marseillaise des fin 90-2000. Donc voilà, IAM, Funky Family, Troisième Œil et j'en passe. Et moi, je me retrouve en fait directeur artistique et réalisateur de cette compile. Et en fait, c'est aussi le label d'Imhotep d'IAM. Donc c'est le premier label qui m'a signé en tant qu'artiste. Donc, alors quand je disais tout à l'heure, on se fait enfler, c'est pas lui. Lui, il a été super carré avec moi. Et je l'en remercie pour ça. Et à partir de là, cet album, il se fait, on se dit, vous avez vu un peu comme Très Organisé aujourd'hui, pour reconnecter avec ce qui se passe. En fait, Chronique de Mars, c'est le modèle de Très Organisé d'aujourd'hui. Voilà, c'était le truc, on se met tous ensemble, on fait un album, 25 artistes dedans, beatmakers, DJ et rappeurs confondus. Et moi, je chapeaute un peu tout ça artistiquement et je suis aussi dedans, je fais aussi de la musique, je rappe aussi à l'intérieur et ça fait à l'époque double disque d'or et ça c'est un des albums qui a installé le rap marseillais dans toute la France. Voilà. Et c'est avec cet album que toi, tu suscites un intérêt pour les gens qui commencent à s'intéresser à ce que tu fais, à ce que tu proposes, c'est ça ? Oui, ça commence vraiment avec ça. Avant, j'avais sorti des vinyles indépendants et tout, et ça commence vraiment avec Chronique de Mars, où là, il y a quelques morceaux à moi dedans qui commencent à interpeller les gens, et on commence à me parler de certains titres, il commence à y avoir une demande, et voilà, après derrière, l'album solo. Est-ce que c'est grâce à Chronique de Mars que tu te retrouves sur le projet de Taxi 2 ? Pas vraiment. Non, pas vraiment. En fait, le Taxi 2, je fais l'album de Taxi 2 parce qu'en fait, vers l'époque de Chronique, d'ailleurs, il y a le Taxi 1 qui se fait et j'y suis pas dedans. Et c'est Akhenaton à l'époque qui gère le Taxi 1 avec Luc Besson. Et en fait, quand ils ont fait le 2, ils ont voulu faire quelque chose de complètement différent parce que le 1, c'était vraiment une compile. Et dans le 2, ils se sont dit non, là, cette fois-ci, on va prendre 4-5 artistes, on va les mettre ensemble et on va leur faire un album. Donc, on change carrément de système. Et donc, du coup, cette fois-ci, il m'a appelé. Il m'a dit, Faf, viens, parce que voilà, on a besoin de certains profils d'artistes, des gens qui peuvent tenir sur une certaine distance, tout ça. Et j'aimerais vraiment que tu fasses partie de l'équipe. Ton frère Shuriken est déjà à cette époque-là dans le groupe IAM. Oui, bien sûr. Ça commence déjà bien sûr à cartonner. Et c'était logique que tu collabores, que tu aies un projet avec ton frère. Oui. On va parler de La Garde. Ouais, tu as bien compris le lien. Ouais. Et c'était important pour vous de travailler ensemble ou c'était une logique, une évidence ? Ouais, c'était important et c'était une logique, c'est-à-dire qu'on savait qu'à un moment donné ça allait se faire, on ne savait pas quand. Moi, ce qui était important pour moi, c'était que je voulais quand même malgré tout, je voulais pas arriver faire un album avec mon frère d'entrée comme ça, je voulais quand même moi faire mes preuves avoir quand même une petite carrière, avoir sorti des choses pour pouvoir au moment où on décide de faire un album ensemble, qu'on ne dise pas c'est Shuriken et son petit frère. Et qu'on puisse dire ok, c'est Faf et Shuriken, les deux frères qui ont décidé de faire un truc. Donc, on l'a fait quand à un moment donné on a senti qu'il y avait aussi une demande par rapport à ça. Ok, c'était un beau départ avec ton frère parce qu'il y a eu d'autres projets. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'était une fierté aujourd'hui. C'était un beau départ. C'est un album qu'on a kiffé de faire. Et le concept aussi, le concept un peu aujourd'hui, moi souvent je dis, maintenant aujourd'hui on parle de Game of Thrones et tout ça dans l'ambiance, tu vois, chevalier et tout ça. Et nous ça on l'a fait à l'époque. On avait fait des clips déjà dans cette ambiance-là, quoi, en mode combat, armure, des samouraïs, des chevaux. Voilà, c'est des clips mémorables, quoi. 2004, Gomez et Dubois, tu nous en parles un peu, tu te retrouves aussi sur ce projet. Ouais, Gomez et Dubois, alors là on touche une autre partie en fait du travail. C'est pour ça que je parlais des Avengers tout à l'heure, c'est-à-dire que là d'un coup on est dans un autre personnage. Et en fait Gomez et Dubois, c'est avec une équipe, donc Tefa, Masta et Eben. Ils avaient sorti un single qui s'appelait Gomez et Tavares
quelques années avant, qui avait bien marché. Et en fait, le Tavares, qui était Dadou, il est parti. Il a fait d'autres trucs. Il a beaucoup travaillé avec Joey Star à l'époque, avec BOSS et tout. Et donc, il cherchait un autre pour le remplacer. Et moi, en fait, on nous a connectés à l'époque. Et moi, j'ai dit, ça m'intéressait l'histoire. En fait, l'histoire de Gomez et Dubois, c'est deux flics ripoux, en fait. Voilà. Donc, il fallait se mettre dans la peau du personnage et représenter ces mecs-là et faire un disque avec ça. Donc je me suis mis dans la peau du personnage, j'ai dit ok, Marseille, tout ça, flic à Miami, j'ai pris le truc du mec, déjà inspiré voilà, tout de le suite, flic ripou en mode Miami, Marseille, l'été et tout. Je suis sûr que ce personnage, il pourrait tout fracasser aujourd'hui, mais bon bref. Et on a fait un album en se disant ok, on fait les premiers titres, si on s'éclate et que vraiment on se marre, on va au bout. Et en fait, on s'est tellement marré qu'on a fait l'album. Derrière, les mecs, ils ont signé le film, Gomez et Tavares. Nous, on sort l'album Gomez et Dubois au milieu. Les gars, ils râlent parce qu'ils disent, mais vous faites un album Gomez et Dubois, nous, on a un film Gomez et Tavares. Vous êtes fous, quoi. C'est quoi le truc? Ils m'ont dit, frère, tu veux pas revenir en Tavares? Je dis, mais non, c'est l'autre Tavares, c'est pas moi, en fait. C'est des trucs de... C'est un peu schizophrénique, quand même. Ouais. Et du coup, on fait quand même, on participe quand même à la BO du film Gomez et Dubois, Gomez et Tavares, en étant Gomez et Dubois. Dubois, vous avez compris, c'était mon personnage. Et c'est un album fun qui a bien marché, avec lequel on a bien rigolé. Alors, il y a un tournant important de ta carrière. C'est celle qui t'a fait connaître un petit peu du grand public en 2006. C'est te retrouver, tu vas nous expliquer comment on se retrouve à chanter, et je pense que ça intéresse tout le monde ici, tout le public, à chanter la bande originale de cette célèbre série de Prison Break. Ça, c'est quand même un truc de dingue. Est-ce qu'aujourd'hui tu réalises ou ce que tu dis, mais comment j'ai fait pour me retrouver à faire ça? Non, aujourd'hui c'est digéré. C'est digéré, mais... à l'époque, je vais essayer de te faire la version courte. En fait, en gros, je suis signé à EMI, qui est une boîte d'édition donc sur Paris, qui a beaucoup d'artistes, et c'est eux qui gèrent pour les Américains les droits. Et quand les Américains ont la série Prison Break, à un moment donné, ensemble, ils décident de faire un générique pour la sortie francophone. Et donc, à ce moment-là, EMI propose à plusieurs artistes de chez eux de faire une maquette, quoi. Et donc, je fais une maquette, on m'en parle, je dis ok, pourquoi pas, je vais essayer, ça a l'air mortel. Je fais une maquette et en fait, c'est ma maquette qui est sélectionnée par les Américains et par la boîte d'édition. Ça t'a surpris? Oui, parce que en fait, si tu veux, l'histoire, elle est tellement longue qu'au moment donné où je propose le truc, après, M6, derrière, ils ont tellement peur, en fait, qu'ils répondent plus. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, il y a un arrêt de 9 mois dans l'histoire. Où tu n'as plus de nouvelles. Et j'ai plus de nouvelles. Donc pour moi, je suis parti ailleurs, ça y est, bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris, peu importe. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les Américains se réveillent et disent non, mais les gars, ça va sortir en France, là, il faut faire quelque chose. Et donc ils rappellent tout le monde. Et là, M6, ils ne savent plus quoi faire parce que pour eux, un générique français pour une série américaine, ça ne se faisait plus depuis très longtemps. Donc ils ont un peu peur. Mais comme ils ont la pression de la Fox derrière des Américains, ils décident quand même d'y aller. Et du coup, ils reviennent vers moi. Avec EMI en disant ok, c'est parti. Et à partir de là, ça sort dans un truc où aucun média n'en veut, aucune radio, personne ne veut de ce titre. Tout le monde dit c'est de la merde, en fait, c'est pas le truc, c'est que ça a dit c'est pas un tube, ça marchera jamais. Ça sent bon en général quand on dit ça. Ouais, ça marchera jamais jusqu'au moment où ça sort et que le truc devient numéro 1 parce que les gens ont acheté le titre sans radio, sans rien. Et après, voilà, on connaît l'histoire. Surtout que tu as fait aussi le générique de fin à un moment. J'ai fait le générique de fin à partir de la saison 2, ouais. Donc du coup, moi, la véritable surprise, elle a été là, parce que même quand tu sors le truc, tu te dis, voilà, ok, il y a une super série, le titre est bon, mais ça se trouve, voilà, on va en parler 15 jours, et puis après, on va oublier. Et puis derrière, quand tu vois que ça part et qu'après on te dit c'est numéro 1, oh putain, disque d'or. Après c'est numéro 1. Disque d'or, disque de platine, et des chiffres. Disque de platine. Des chiffres pharaoniques, tu les connais un peu aujourd'hui, les chiffres à peu près? Les chiffres aujourd'hui, alors on n'est plus du tout dans le même système de comptabilité, mais si aujourd'hui on cumulait entre le téléchargement, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de stream comme aujourd'hui, les plateformes et tout, donc du téléchargement et du physique, donc CD et tout ça, on serait, je pense, à peu près dans les 800 000. Ce qui est énorme. Est-ce que ça a changé ton quotidien? Je ne parle pas d'un chiffre, je parle... Oui, pour le coup... ça t'a mis à l'abri?
ça m'a mis à l'abri. Ah, ça fait du bien quand même. Je sais pas, j'ai aucune notion de chiffres, mais est-ce que tu as pu, je sais pas, acheter un appartement, mettre. Ouais, si tu veux, ça te met bien. En fait, il faut savoir que dans la musique, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand tu es artiste, c'est pour ça que tout à l'heure je disais la production, tout ça. Aujourd'hui, on fait tout parce que c'est pas du tout la même casquette. Et quand à l'époque tu es artiste, tu es le dernier maillon de la chaîne dans l'industrie. C'est-à-dire que tu es celui qui a le moins de pourcentage de l'affaire. Donc, je dis pas que tu as des miettes, mais c'est comme ça. Ouais, c'est voilà, ça. C'est comme le ça. dernier de Donc, la du chaîne. coup, quand tu as quelque chose qui marche très fort, pour toi, c'est pas aussi, c'est pas autant que le producteur en fait. Donc, évidemment, tu es bien, mais tu es bien pendant 2 ans. Ah tu oui. vois alors tu es bien, hein, je me suis bien marré, mais je veux dire, après il faut capitaliser. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'après c'est pas genre ok on a fait un truc et je suis tranquille pendant 20 ans, je faut vis pas avec, c'est s'endormir pas dessus, vrai. ouais, c'est ça. Tu remets Ça, le- pas que, Hernandez qui a réussi pas que j'allais dire, à part Hernandez, il y en a qu'un. Hein. tu remets tout sur le tapis. Tu remets tout sur le tapis. Enfin, je veux dire, en tout cas, tu essaies de ramasser tes billes et de dire, ok, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, voilà, après, tu fais des trucs qui marchent, des trucs qui marchent moins et tout. Mais en tout cas, tu vis pas 10 ans avec, c'est pas vrai. En tant qu'artiste, si j'avais été producteur de l'histoire, ça aurait pas été la même. Il ne serait même pas venu. Dans Non, l'émission. je vous aurais produit. C'est vrai? Ouais, j'aurais été derrière avec la régie et tout. Tout n'est pas perdu. Ouais. Mais, Tous les moyens sont bons. C'est que la première émission, c'est que la première émission. mais ça change aussi, si tu veux, au niveau du quotidien. Il y a des choses qui changent, c'est aussi au niveau de la perception des gens, en fait. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans le rap, j'étais connu dans le rap et tout. Et là, d'un coup, il y a tout le monde qui te connaît. C'est-à-dire que d'un coup, toi, tu vas acheter tes clopes croyant que tout est normal. Et puis, tu es en train de passer à la télé à côté, sachant qu'à l'époque, il n'y a pas YouTube et tout ça. Donc, les gens ne sont pas habitués autant à voir les gens facilement. Et puis le mec il est là, il te sert tes clopes et puis il te regarde, il regarde à côté, il te regarde, il regarde à côté et puis d'un coup il fait oh, les gars, on est à Marseille hein, les gars regardez qui y a et tout machin. Et là d'un coup tu as 15 personnes Soprano, autour de toi Soprano. machin. Oui, Soprano ne peut plus. Alors, pour le coup, je veux dire, tu sais quoi? Pour le coup, lui, aujourd'hui, il peut vraiment plus sortir. C'est-à-dire Ouais, que, c'est ça. voilà. C'est Mais- quelque chose qui t'embêterait, ça, de ne plus pouvoir sortir. Moi, ça m'emmerdait. faire tes Pendant courses, un temps, ça a été c'était compliqué. Parce que tu n'as pas le réflexe. Tu penses que toi, que ta vie, elle est pareille, quoi. Et puis en plus, moi, je suis quelqu'un plutôt de nature. Donc, ouais, évidemment, tu es à Carrefour, tu pousses ton truc avec ta femme, les mecs qui te regardent, ils disent, qu'est-ce que tu fais là? Laissez-moi les gars, j'ai pas le temps. Et celle-là, tu l'entends, mais tu sais, tu marches tranquille, tu vas avec ta femme au resto et tout, et puis d'un coup, t'entends, j'ai pas le temps. ça. Une fois, j'ai pas le temps. 3 fois, 10 fois, j'ai pas le temps. Bon, ben. Au bout de la troisième fois, tu sais ce qui va t'arriver. Non, mais je suis. T'es rodé Non, c'est une maintenant, fierté. en Mais je suis plus, rodé, mais c'est surtout que voilà, je suis fier de ce titre, donc c'est pas comme plutôt. si j'avais C'est fait. un beau Ouais, titre, voilà, hein, c'est une c'est un C'est beau pas comme fierté, si j'avais quand fait même. une bouse et que les mecs ils m'auraient rabâché ça toute ma vie, tu vois. J'ai pas le temps, générique du début de Prison Break. C'est pas ma faute, C'est générique. pas ma faute, générique de fin. générique de fin, ouais. 2011, projet avec Akhenaton. Ouais. Tu nous en parles un peu. We Love New York, ben, en fait, moi j'ai beaucoup travaillé dans les studios de Akhenaton, donc voilà, c'est un peu la famille. Donc j'avais mon studio dans ses locaux, et donc on travaillait la porte à côté. Et donc un jour il vient, il me dit Faf, putain, tu sais quoi, j'ai envie de faire une mixtape à l'ancienne, comme on faisait à l'époque, de revenir au basique sur New York, avec les samples, ce qu'on aime faire et tout. Tu te sens on fait ça à deux? J'ai dit vas-y, on fonce, ok. Et puis au début, ça devait être une street tape. Et puis finalement, c'est devenu un album complet. Donc on s'est mis à vraiment le travailler. Et donc l'idée, c'était de revenir au basique. C'est-à-dire que pour nous, New York, c'est le rap, quoi. Oui, c'est ça. C'est l'essence du rap. ça. C'était notre rêve. C'était le fait d'aller là-bas, de vivre le rap là-bas. Et lui, il l'a vécu. Moi, je l'ai vécu aussi à une autre échelle. Et du coup, on a retranscrit toute notre passion dans cet album. Et après, on a fait une grosse tournée derrière, donc c'était mortel. Alors avant de passer au plat dans quelques instants, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que Ayam, depuis les débuts, t'ont à plusieurs reprises, plusieurs fois, proposé de rentrer dans le groupe? Est-ce que tu aurais pu ou est-ce que toi, vraiment, tu voulais faire ta carrière à toi? Non, moi je voulais faire ma carrière à moi. Et puis finalement, c'est bien pratique en fait. C'est-à-dire que je faisais ma carrière à moi. Et puis, je veux dire, j'ai tellement fait de titres avec eux. Oui, on va en parler après d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Au final,
À des moments, tu te sens un peu comme dans le groupe. Donc, à des moments, même, tu fais des tournées avec eux, tu fais des trucs. Et puis après, quand tu as envie de faire tes trucs tout seul, hop, C'est ça. un autre projet avec un autre. Donc, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, ça me va très bien. Et puis, on a fait tellement de projets ensemble que... Qu'est-ce qu'il en pense, le public? Eh bien, on va passer au plat. Et c'est Sébastien qui va te proposer. Bonjour. Vas-y, Merci m'en reste d'être venu encore. dans notre restaurant. J'espère que Merci. tu as passé une bonne journée. Oui. Voilà, qu'il te reste un peu de place dans ton estomac. Ça Nous va allons un petit continuer la carte des menus. Je vais te présenter 2 plats du jour. Donc, qui est la spécialité du chef avec une petite sauce partage, avec un petit soupçon de convivialité et une pincée de confidentialité. Ou Il le maîtrise pas les Géry mots, il maîtrise pas les sauce mots, maison, plus relevé, plus épicé et plus fort en bouche. Et le tout accompagné de subtilités de questions qui sont plus ou moins piquantes. C'est le chroniqueur philosophe de l'émission, lui. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, la première. La spécialité du chef. Ouais. D'accord. Un menu light. Alors déçu aussi. Hein. Non, J'ai choisi le mauvais Il a menu. pas révisé. Non, c'est que son intro est plus longue que le menu, c'est pour ça. T'as pris un menu light, un petit menu light, donc je pense que t'as trop mangé d'entrée, donc je pense que D'accord. voilà, D'accord. tu veux... Ouais, tu m'as dit, quand tu m'as dit Voilà. épicé, relevé et tout, ça m'a fait peur. Je dis, Ok. Alors, si un jour vous vous retrouvez dans une île déserte comme ça, ce serait avec qui et avec quel objet? avec qui, avec quel objet? Ouais. Un mic en Bluetooth version satellite. Île déserte. Alors moi, je suis très précis. Hein. Donc quand tu dis île déserte, il n'y a rien. Ah non, mais il n'y a rien, t'as rien. Y a rien. C'est une île où t'as pas de réseau, t'as rien, attention. Hein. Putain, avec ma femme et un food truck. Un objet, ouais, il faut manger quand même. Quoi. Bah, quand même. Donc, Tu irais pas pêcher pour manger du poisson? non, je suis pas. c'est pas pas mon truc. Jésus, C'est pas mon truc. Alléluia. On sait jamais. C'est pas mal, celle-là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. si. Est-ce que vous pouvez me donner 3 défauts les plus pertinentes et vos 3 meilleures qualités? Mes 3 défauts les plus pertinents. Défaut. Défaut. Allez, moi je vois ça comme un défaut. Par moment, je suis quelqu'un qui réfléchit trop, qui gamberge trop. C'est-à-dire que des fois, sur des projets, des trucs, je veux tellement que ce soit parfait, tellement que ce soit truc, il faut que. Voilà. Des fois, il y a des trucs qui sortent pas à cause de ça. Parce que son esprit est ailleurs. T'as rien écouté depuis le début. C'est ça. Mais je triche pas quand je dis ça dans ce morceau. Hein. C'est ça. C'est pas sa faute. Hein. Mais donc voilà, je vais dire ça. Moi, je le vois comme un défaut parce que c'est chiant. Ouais, puis putain, des défauts, j'en ai, mais je les ai pas en tête, bizarrement. On les retient pas. Oh, en général, C'est fou, ça. dur. Ouais. C'est un truc qu'on oublie vite. Non, mais, mais ça va être pareil pour mes qualités, hein, je vais vous dire. Et quelle est dans votre carrière une anecdote? Vous pouvez nous dire une anecdote que vous avez du mal à dévoiler ou... Alors, je vais vous donner une anecdote. Mais C'est venu tout de suite. non, oui, parce qu'il y a un truc qui m'est venu direct. Parce que tu parlais d'Akhenaton, de Wheel of New York, tout ça. Donc, c'était pendant la tournée, en fait. Alors, c'est un truc privé entre nous, donc voilà, mais c'est très con. Et en même temps, ça rejoint le défaut que je t'ai dit tout à l'heure, que d'obstiner, de mecs trop précis et tout ça. On est en concert, donc on est en train de faire le concert et tout. Et puis, il y a un gars, en fait, qui est devant. Et moi, quand je rappe, je regarde les gens. C'est-à-dire que je suis pas là à regarder en l'air, à m'en foutre et tout. Je parle aux gens, donc je suis là, je m'adresse à eux. Et là, il y a un mec qui est devant la scène, quoi. Donc il y a un mètre qui plante ces trucs-là et qui me regarde tout le long. Et donc on est chill et moi, on fait le concert. Et le mec, pendant 1h30, il est comme ça et il me regarde méchamment. Et il est habillé tout en blanc, donc je vois que lui. Et putain, il me déstabilise, quoi. Au début, je suis là, tac, une fois, je le regarde une fois, je passe, je le regarde 2 fois. Au bout d'un moment, je me dis, oh, il a quoi? C'est quoi son problème, quoi? Et il m'a niqué tout le concert parce que j'ai pensé qu'à lui pendant tout le concert. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'étais limite, je vais lui jeter le micro dans la gueule, je vais l'interpeller, je vais lui dire, c'est quoi ton truc et tout. Et le mec, tu sais, le gars qui te regarde méchamment tout le long, comme ça, genre.
Et même à un moment donné, on sort de scène et on revient. Donc avec Chi, j'ai dit, oh, tu n'as pas vu le mec en blanc? Le mec en blanc. Tu n'as pas vu le mec en blanc devant et tout, là? C'est quoi son problème? Il dit, moi, super vénère et tout ça. Du coup, lui, on revient sur scène, il voit le gars devant. Il n'arrive plus à rapper déjà. Il commence à rapper, ça commence à rigoler, tout ça. En plus, on avait un morceau à deux, on faisait des passe-passe et tout. Il n'arrive plus à suivre. Et putain, et en fait, je comprends, c'est-à-dire on rappelle que le mec, il est là, il fait la gueule, et là, je vois des potes à lui qui viennent derrière et qui lui tapent sur le dos, du genre, et je comprends, et je suis en train de rapper pendant tout ce temps-là, hein, c'est-à-dire je suis là, ouais, là, et tout, et je vois tout ce qui se passe, et les mecs, ils viennent lui taper dans le dos, genre, ah, c'est bon, fais pas la gueule, allez, viens, ça va, allez, genre, excuse-nous, et le mec, il fait à son pote, ouais, non, lâche-moi, il s'embrouille avec eux, genre, en fait, ils se sont embrouillés entre potes, et le gars faisait la gueule, parce que ses potes, ils lui ont fait un sale plan. Et donc, il a regardé tout le concert vénère, mais à cause de ses potes. Et moi, je pensais que le mec, il en avait après moi. Et je me suis fait un stress sur tout le concert et tout. Et on en a parlé toute la tournée, le mec en blanc. Et depuis, et à la fin du concert, en plus, le mec, il vient avec un CD à la fin du concert et tout, avec tout le sourire et tout. Il vient et il me demande une dédicace. Et là, Chini Morad me dit, mais tu es fou, tu es taré, mec. Et depuis, le mec en blanc, on en parle tout le temps. Et il y en a tout le temps un dans un concert, sachez-le. Il y a toujours un mec en blanc quelque part qui est là et qui regarde vénère comme ça, de travers. Il doit bien avoir un dans le public. Dans aussi. le public, c'est possible. On l'a repéré, Maintenant, on les cherche à chaque fois. Toujours. Alors, petite dernière bouchée. Peux-tu nous dire les moments les plus forts, les meilleurs souvenirs dans ta carrière ou dans ta vie, quelque chose qui t'a marqué, qui m'a marqué. Oh, même ému, on va dire. Non, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu, on parlait de Prison Break tout à l'heure. C'est vrai que quand on t'annonce un titre auquel toi tu penses que les gens, enfin que tout le monde va passer à côté et qu'on te dit tu es numéro 1, ça fait quand même quelque chose. Et surtout tout le process après quand tu vois que ça grandit, que 9 semaines après tu es encore numéro 1 et qu'on te dit mais putain c'est incroyable. Voilà. Après des fois c'est des moments sur scène. Ou des moments sur scène où tu ressens un truc avec le public, où il se passe quelque chose. Dans la tournée, justement, encore We Love New York, ça a été vraiment quand on a fini la tournée à New York, en fait. Ah, d'accord. Donc on a joué à New York. Là, il s'est passé vraiment quelque chose aussi. Et après, très bêtement, je dirais mon premier album studio avec mon groupe, Soul Swing. 96. Ouais, c'est quand on l'a eu fini. Il y a eu ça et mon premier album solo aussi, quand je termine le mix, je termine le master à New York en fait, et au moment où j'ai les bandes, à l'époque c'était les bandes, je voulais absolument avoir masteriser les bandes parce que pour le son, et quand je tiens les bandes comme ça, je me dis ça y est quoi, c'est mon premier bébé, il est là, je le tiens et il est physique et là ouais c'est une grosse émotion parce que d'un coup, tu te vois en arrière, tu te dis, j'aurais jamais cru en arriver là. Et puis tu te dis, c'est bon, tout peut s'arrêter, là, je m'en fous maintenant. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres bébés, famille nombreuse. Oui. Par contre, question bête, si je peux. Oui, tu peux y aller, on est habitué, de toute façon. Non, mais je pense à un truc complètement débile. Est-ce que le titre, j'ai pas le temps, le titre J'ai pas le temps, ouais. Est-ce qu'il a été diffusé dans le centre pénitentiaire, par exemple? Parce que je me dis, moi, si j'étais prisonnière, alors, je l'aurais acheté, mais de ouf. Ouais, figure-toi que oui, beaucoup. Beaucoup. Le nombre de gars, et je m'en parle, le nombre de gars qui sont sortis de tôle et qui m'ont dit, mais mec, je t'écoutais tous les jours, on te regardait et tout, on était tous là et tout. Un soutien, quoi, il faut savoir que j'ai pour la petite histoire, ma belle famille qui est corse. Et donc, beaucoup de gens en Corse ont fait des séjours et tout. Et là-bas, ça a pas raté, quoi. Ça buzzait là-bas, en interne. Ouais, beaucoup, souvent, c'est revenu. Les mecs disaient, ben oui, encore aujourd'hui, il y a des tas de gars qui me disent... ah ouais, mais j'étais en prison juste ton morceau. J'étais là-bas juste pour vivre le truc. Sans parler de tous ceux qui se sont fait tatouer des labyrinthes et qui n'ont jamais pu sortir, tu sais. Alors, il y a eu des participations à des docus, des musiques de films. Est-ce que tu es auteur, compositeur, beatmaker, producteur beaucoup de choses quand même, pour un seul homme, et 24 heures dans une journée. Bah oui. Et puis, j'aimerais que tu nous parles de cette étape qui est particulière, qui est atypique, c'est Hitman, qui est un jeu. Ouais. Et pour lequel tu as apporté ta collaboration. Ouais, dans Hitman Contract, en fait, alors je sais pas d'où ça vient en fait. À la base, je crois que c'est
je sais pas si c'est américain ou suédois ou quoi. En fait, on avait contacté ma maison de disques pour en fait synchroniser un morceau à moi dans le jeu, à une époque où ça se faisait quasiment pas. Et en plus pour un gros, enfin c'est un gros best-seller. Oui, c'est un cartonné, c'est un Hitman. gros, ouais. Et en plus, c'est pas français, quoi. Donc là, j'ai jamais su. Encore aujourd'hui? Non, j'ai jamais su d'où ça venait en fait le truc. Mais bon, voilà, quelqu'un qui avait kiffé. Voilà. Et du coup, oui, il y a un titre à moi dans Hitman. C'est un kiff. Ouais, c'est un kiff, ouais. Des mecs qui m'appelaient, ils me disaient putain, chante ta chanson dans le jeu et tout. Je suis en train de jouer. Cause de toi, j'ai perdu. C'est ça. Boursorama campagne. Oui, Ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi dans ta carrière. on va dire, c'est mes nouvelles casquettes. C'est-à-dire qu'après, voilà, de rappeur, tout ça, comme tu l'as dit, je fais beaucoup de choses. Mais donc voilà, donc du coup, maintenant, je travaille avec un associé à moi qui s'appelle Sébastien Damiani, qui est mon frérot, qui lui est un compositeur, on va dire, qui vient plus du classique en fait, et qui est un pianiste aussi vraiment concertiste à la base, hors pair. Et on travaille à deux, donc on fait beaucoup de musique. Pendant un temps, j'ai arrêté de rapper, j'ai fait beaucoup de sons. Et donc, quand je faisais du son, en fait, je travaillais pour le cinéma, pour la pub et tout ça. Et donc, c'est vrai qu'on a fait, entre autres, la campagne de Boursorama Bank avec Brad Pitt dedans, avec là, la dernière, c'est à Tyson et tout ça. En fait, c'est toute la signature en fait de la campagne. Et le morceau, en fait, c'est une reprise de Charles Aznavour. D'accord. Et donc, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a signé, voilà, j'ai un papier signé en droit avec Charles Aznavour. Donc, Charles Aznavour, paix à son âme, mais avant qu'il soit plus là, voilà, j'ai mon petit papier avec Charles Aznavour, signature, et à côté, Faf Larage. C'est pas mal le mélange. Ouais, c'est sympa et ça a donné cette pub. Il y a un projet sur lequel tu ne pouvais pas ne pas être, c'est Marseille Capital Rap. Dans lequel tu as prêté ta voix cette fois-ci. Tu vas nous expliquer dans quel ouais, là j'ai fait la voix off en fait. C'est-à-dire qu'il y a il y a une prod donc, qui ont fait un documentaire donc, sur Marseille Capital Rap, genre 30 ans de rap. Et en fait, ils m'ont demandé de faire la voix off du documentaire. Et c'était une très bonne expérience, ouais. Alors, de la voix off, tu passes au générique de film. Il y en a pas mal. Il y a des incontournables. Il y a la buzz. Oui. La buzz avec l'équipe de Gomez et Dubois. Et après, ce qu'il faut savoir pour la buzz, par exemple, quand Michael Youn, à l'époque, il a sorti Alphonse Brown, donc le fameux tube, en fait, c'est moi qui ai écrit la parole. Ok, donc ça, on découvre. J'avais écrit... j'ai écrit la plupart des paroles, c'est-à-dire que voilà, j'ai une écriture de temps en temps un peu drôle aussi, où j'écris des conneries, des trucs pour se marrer et tout. Et donc, je lui ai écrit tout plein de paroles en fait, et lui il a pioché dedans, il a pris des bouts, il en a fait les couplets de la buzz Alphonse Brown. Qui a été double disque de platine. Ouais, ça a été un gros carton, je crois que c'était 900 000 singles. C'est ça, presque 1 million, ouais. Double disque de platine. Ouais. C'est un truc de ouf. Donc ça entre autres, mais c'est vrai que j'en ai fait pas mal avec Neuilly sa mère, ouais, pour Ben Salah. On a fait les Croods. Les Croods. Oui, Turf, La vraie vie des profs. Beaucoup de comédies, bizarrement. Pourquoi bizarrement? Non, je sais pas en fait. C'est beaucoup de comédies en générique. C'est des bonnes expériences, j'imagine. Ouais, non, c'est toujours bien. Moi, c'est quelque chose que j'aime. La musique à l'image, déjà, j'aime ça. Donc après, j'aime bien quand on me donne un thème et qu'on me dit, voilà, le film, c'est ça. Il y a eu l'Américain aussi de Patrick Timsit. Par exemple, pour donner l'anecdote, voilà, Patrick Timsit, il arrive avec son film, l'Américain, il a son scénario, il vient nous voir en studio, il dit, voilà, le gars, l'histoire, c'est ça. C'est le gars, il est là, il est français, mais il va être américain, et il est à fond sur l'Amérique, tellement à fond qu'il arrive à créer un État en France, enfin bref, c'est une comédie. Et donc, il raconte son histoire, et à partir de là, tu dois écrire une chanson. Donc, moi, je l'écoute, je prends des notes, et après, je développe un personnage, et on fait un morceau avec. Donc, j'aime bien cet exercice, donc je l'ai fait plusieurs fois. Et des fois, ouais, on est venu après me chercher pour ce genre d'exercice. Alors, on va passer au dessert de l'émission. On a eu l'entrée, le plat, le dessert, c'est Lilia qui va te le proposer. Donc, avant de passer à l'actualité, vos futurs projets, c'est toujours l'invité qui nous le fait partager. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon?
Alors, les futurs projets, on parlait justement de cinéma, de choses comme ça, tout ça, de production et tout. Donc, en ce moment, je suis en train de travailler, de préparer autant en production que cette fois-ci aussi de la casquette pour le coup de Jerry, c'est-à-dire d'intervieweur. C'est-à-dire que je suis en train de monter une série de documentaires, en fait, avec des différentes personnalités du monde de la musique, du sport ou des comédiens. Et donc, en gros, c'est moi qui vais les interviewer. On est pour l'instant, on travaille sur du long format, donc de 50 minutes. Et en fait, ce sont des interviews sur le parcours en fait des invités, en essayant de rentrer en profondeur dans leurs échecs, les obstacles, comment ils ont contourné les trucs, comment ils sont arrivés là. En général, c'est souvent des gens qui ont réussi quelque chose. Donc voilà, là j'ai déjà 2 pilotes, donc un avec Soprano et un avec Akhenaton. Donc bon, après je suis sur les proches et puis après je suis pour parler avec d'autres personnes qui sont que vous connaissez tous mais que je peux pas citer pour l'instant. Oui. Ça c'est déçu, hein. C'est le dessert, oui, c'est déçu. Ça, personne, enfin je le dis jamais. Et donc on est en préparation de ça et je travaille là-dessus dans un format. On va voir, comme on dit, Inch'Allah, peut-être pour un format plateforme. C'est ça. C'est ça. C'est adorable, merci beaucoup. En tout cas, tu ne regrettes pas d'être venu. Non, pas du tout. Puisque tu es le premier invité de cette toute nouvelle émission, c'est ici que ça se passe, on va te laisser le digestif. Le digestif, c'est le mot de la fête, un petit peu le parrain de cette émission. Okay. En espérant que ça porte bonheur, entre guillemets, c'est-à-dire que ça nous donne de pouvoir en faire beaucoup d'autres. J'aimerais que tu nous donnes justement un petit mot par rapport à cette émission, par rapport à cette première et peut-être d'autres qui vont suivre derrière. Pour le digestif, et on en verra le générique après. Pour le digestif, je vais te dire un petit truc. C'est que souvent, dans ma carrière, tu as vu, on a fait un peu le tour qui est quand même assez long, et je le dis en toute modestie, j'ai croisé énormément de gens qui étaient pas connus et qui aujourd'hui sont après, avec le temps, sont devenus des stars. Et maintenant, je fais attention, c'est-à-dire que maintenant, quand j'en rencontre, quand devenir, je leur dis « souviens-toi de moi ». Souviens-toi de moi, quand plus tard, on en reparlera. Et alors, je ne dis pas que les autres, ils ne sont pas souvenus de moi. Je dis simplement que voilà, il y en a certains avec qui on a gardé des relations et d'autres que non. C'est normal, c'est la vie. Et je me suis dit jusqu'à un point où je me suis dit « putain, mais c'est moi où je porte chance aux gens ou quoi ?» Parce que là, franchement, tu vois… Marion Cotillard, Taxi 2, dans la loge, tranquille, machin, tout ça, c'est son troisième rôle. Voilà, je peux t'en citer plein d'autres, je dis elle, parce qu'on parlait de Taxi, qui est très sympa au demeurant, Marion Cotillard, mais que je ne vois plus du tout. Hein, Et je me dis, j'ai l'impression que je porte chance à certaines personnes, en tout cas, tant que vous ne me la volez pas. Je vous souhaite que du bon et voilà, ne changez rien, soyez vous-même et si tout se passe bien, ça va marcher. Bah, très bien. T'as kiffé en tout cas? Ouais, moi j'ai passé un excellent moment. Bah, super, merci beaucoup. On envoie le générique. Merci notre invité pour cette première émission de C'est ici que ça se passe. C'était Monsieur Paf Larage. Merci. Merci frérot. Olia, Sébastien Marc, Lilia Mendes, Christophe, un public de fou, merci. À très vite, à très bientôt pour une nouvelle émission.